Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une petite conférence sur Sénèque, le philosophe stoïcien de l'Antiquité, qu'on appelle aussi Sénèque le Jeune pour le distinguer de son père, sauf erreur de ma part. Alors Sénèque est un philosophe qui est né à Cordoue dans le sud de l'Espagne au tout début de notre ère, même si on n'est pas sûr de sa date de naissance exacte, et qui serait mort en 65 après Jésus-Christ. Il a été un homme d'État au service de différents empereurs à l'époque de Caligula, et il a aussi été le précepteur de l'empereur Néron. Il est connu pour ses traités philosophiques qui exposent des conceptions stoïciennes. Et ce que je souhaiterais traiter ce soir, c'est à partir d'une analyse de son traité de la Providence, les raisons qui ont fait que je n'ai pas apprécié la lecture de cette œuvre et même que j'ai senti des aspects, on va dire, idéologiquement contestables, d'où le titre un peu provocateur, n'est-ce pas, que j'ai donné à cet exposé, à savoir Sénèque était-il un proto-fasciste? Et au travers de cette question, ce sont certains aspects de la pensée stoïcienne et de son influence, on va dire, sur la suite de l'histoire antique que je souhaiterais travailler un petit peu, donc avec ce prisme d'analyse, est-ce qu'il n'y a pas dans la pensée stoïcienne, en tout cas celle qu'expose Sénèque, quelque chose d'un petit peu morbide qui pourrait nous faire penser à certains aspects extrémistes d'idéologie beaucoup plus tardive avec lesquels effectivement on ne peut pas la confondre, mais où on pourrait identifier certains traits communs. Voilà, c'est intéressant, je pense, pour comprendre une idéologie ou une pensée, de la comparer avec d'autres pour voir les points communs et les différences. Alors, le point commun de la doctrine de Sénèque, ça consiste donc dans ce traité sur la Providence à essayer d'expliquer, donc de répondre à la question suivante. Pourquoi, si le monde est conduit par la Providence, des hommes de bien sont si souvent atteints par des maux? Donc c'est le problème du mal qui là est tout de suite posé dans un cadre qui nous fait quand même déjà un peu furieusement penser quand même à la question qu'affrontera quelques siècles après saint Augustin avec son traité du libre arbitre, à savoir comment résoudre la contradiction entre l'idée qu'il y a une providence divine d'un côté, ce qui est déjà l'opinion des stoïciens, et l'idée que le mal survient même aux vertueux, aux hommes qui font le bien, qui sont du bon côté du point de vue moral. Donc, comment résoudre cette contradiction? J'avais une petite coupure. Donc, je disais comment résoudre cette contradiction entre donc, la providence divine qui ordonne les choses et le mal dont souffrent les vertus. Est-ce que c'est un attentat contre la raison, contre ce logos qui est censé gouverner l'univers tout entier? Et Sénèque cherche une réponse à cette question. Alors, il faut bien voir que le fait même de poser une telle question, évidemment, présuppose qu'il y a une providence divine qui gouverne le monde. Donc ça va plus loin que simplement dire qu'il y a des lois de fonctionnement de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence ou une volonté, qu'il appelle Dieu dans certains textes, qui sont à l'œuvre et qui sont la source de tout, quoi. Un Dieu qui aurait des propriétés finalement assez traditionnelles, quand on pense à un Dieu au singulier, un Dieu qui serait éternel, qui serait une intelligence, voilà, qui a des propriétés qui font beaucoup penser au démiurge chez Platon dans le Timée, je crois. Donc pour Sénèque et pour les stoïciens, l'univers n'évolue pas au hasard, donc on peut les opposer à la théorie atomique des épicuriens qui pensent qui pensent quant à eux que la matière évolue au hasard par des rencontres aléatoires. Pour les stoïciens, pas du tout, il y a une intelligence directrice qui commande à ce tout et qui lui donne un ordre, une forme, une destination, etc. Bon. Donc c'est l'idée d'une providence divine. Alors, ce Dieu, donc le Dieu, c'est aussi évidemment le principe qui maintient la cohérence du monde, qui fait que le monde perdure et a sa continuité, sa cohérence interne. Donc c'est le principe explicatif de tout. Cela dit, ce n'est pas encore le Dieu du modélisme, car on voit chez Sénèque une conciliation entre
cette vision, on va dire, métaphysique fondamentale, et la religion romaine traditionnelle qui le respecte. Souvenons-nous que nous sommes au 1er siècle de notre ère, donc pas très longtemps après l'époque d'Auguste et des réformes augustéennes. L'Empire romain s'étant fondé sur une prétention de retour aux traditions qui auraient été perdues par l'époque de la décadence de la République et des guerres civiles. Donc il y a une prétention à une restauration religieuse et morale chez Auguste et chez les empereurs qui le suivent juste après, même si certains d'entre eux sont de mauvais empereurs, comme Caligula. Voilà. Donc Sénèque, il a donc il concilie cette vision religieuse avec les dieux traditionnels. Il nous dit par exemple dans son traité qu'il va se faire l'avocat des dieux. Donc tout ça, c'est pour poser un peu les bases de sa philosophie fondamentale. On voit qu'on a affaire à un personnage qui adhère à une vision du monde, voilà, à tendance religieuse, à tendance presque un peu mystique, quoi, hein, au sens où cette force, ou cette providence qui gouverne les choses, euh, elle est présente partout, enfin, elle est un objet de pensée, elle est un objet d'admiration, elle est un objet de contemplation possible pour l'esprit. Donc voilà, c'est cette vision-là qu'il a du point de vue métaphysique. Alors, donc, pour répondre à sa question qui est de savoir pourquoi la providence frappe les hommes de bien, eh bien, Sénèque il a une réponse qui n'est pas vraiment la réponse qu'on pourrait dire chrétienne traditionnelle, qui consiste à dire que l'homme use mal de sa liberté. Là, il n'est pas tant question de liberté que de fortification. C'est-à-dire que selon lui, les vertueux, les justes sont punis enfin, connaissent le mal dans le monde pour devenir plus forts. Vous voyez que c'est déjà une combinaison d'éléments qui est un peu différente par rapport à la perspective chrétienne, qui est plus du côté de la culpabilité, de la faute, du péché, que du côté de la mortification qui vise à devenir plus fort. Vous voyez, c'est subtil, hein, parce qu'il y a des points communs effectivement assez importants et trop peu soulignés à mon avis entre stoïcisme et christianisme, mais il y a une nuance entre les deux explications du mal. Donc il nous dit le malheur est l'occasion de la vertu. Le malheur, ce sont des circonstances qui permettent de faire ressortir la vertu de l'individu. Une vertu qui a un sens moral et qui couvre voilà, certains traits de caractère comme le courage ou autre, mais qui est aussi une vertu au sens d'une excellence, au sens d'une puissance en fait. Hein. Dans le malheur, vous allez avoir l'occasion de prouver que vous ne vous laisserez pas abattre par les difficultés finalement. Hein, c'est tout le sens du stoïcisme. Cette idée d'une affirmation de soi, de sa volonté, de sa résolution, voilà, de ne pas céder, pourrait-on dire. Donc c'est pour... donc finalement, si la providence frappe les vertueux, c'est pour qu'ils puissent mieux manifester leur vertu. Voilà, c'est un peu tordu comme explication, mais c'est ça sa vision des choses. Il nous dit que les malheurs de l'existence sont en fait des bénédictions. Je cite, « Ce que tu appelles difficulté, adversité, horreur, sont d'abord en faveur de ceux-là même à qui elles arrivent. » Donc plus vous en prenez plein la gueule, mieux c'est en fait. Hein. C'est métaphysiquement ordonné. Hein, tout tourne pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme dirait le philosophe qui représente Leibniz dans Candide de Voltaire. Donc, bon, je polémique un petit peu, je dis bon, que Sénèque c'est l'apologiste des souffrants, des brisés et des malades, parce que finalement, plus vous êtes dans des situations problématiques, plus vous allez pouvoir faire ressortir votre vertu. Donc ça pourrait potentiellement, si on prenait cette idéologie au sérieux, avoir des effets antisociaux ou contre-productifs. Est-ce que ça pousse pas les individus à se mettre dans des situations problématiques, tout simplement pour tester leur force? Enfin bon, c'est un petit peu problématique. Alors l'élément sympathique qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'il y a quand même dans le stoïcisme, dans la philosophie stoïcienne, notamment telle qu'elle est exprimée chez Sénèque, il y a un élément de combativité, et d'ailleurs je trouve que ça ressort mieux chez Sénèque par rapport à la position qu'aurait Marc Aurèle, que quelqu'un dont je trouve les idées moins repoussantes, mais qui sont plus tournées vers l'idée d'une acceptation, voilà, il faut accepter sa place dans le cosmos, il faut accepter l'ordre des choses, etc. Alors que Sénèque, il a cet aspect plutôt de... Il met plus en avant justement l'idée de résistance à la souffrance qui va nous arriver, parce que le monde n'épargne pas les vertueux. Quoi. Donc là où je trouve qu'il y a un glissement qui est un peu pathologique quand même dans cette explication du mal, c'est que la grandeur de l'homme, sa puissance se mesure à ce qu'il est capable de subir,
Les hommes de bien doivent agir, je cite, de la même façon, ne pas redouter les peines et les difficultés, ne pas se plaindre du destin, approuver et tourner en bien tout ce qui leur arrive. Et alors, on voit qu'on n'a pas tout à fait affaire à une souffrance d'ordre existentiel qu'il s'agirait de surmonter, ce qui serait le cas dans la perspective de Nietzsche ou de Camus, où la souffrance, là, elle serait constitutive de l'individu, mais elle ne serait pas en elle-même quelque chose de positif. Chez Sénèque, pas du tout. La souffrance, c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est un signe d'élection. Ou en tout cas, c'est un signe que vous êtes mis dans des circonstances qui vont vous amener à exprimer votre vertu. Donc c'est un bien en fait. Il nous dit ça n'est un mal qu'apparent quoi. C'est d'un point de vue plus profond, hein, au fond des choses, ce qui est apparemment un mal est en fait un bien. Voilà. Ça pourrait aussi faire penser à Hegel ou à un certain nombre de philosophes qui ont tendance à essayer de nier la réalité du mal en fait, en le réduisant à une apparence ou à un moment ou à quelque chose qui n'est pas fondamental. Quoi. Alors, dans cette vision des choses, puisque ce qui compte pour exprimer sa vertu, c'est la résistance, eh ben, Sénèque est très logiquement un partisan d'une discipline véritablement spartiate. Il nous dit, je cite, Dieu a envers les hommes de bien l'âme d'un père, alors c'est les pères des Romains, hein. Il les aime sans faiblesse, qu'ils soient stimulés, dit-il, par le travail, la douleur, les privations, afin d'acquérir une force véritable. Les animaux trop nourris s'affaiblissent dans l'inaction. Non seulement le travail, mais le mouvement et même leur propre poids les épuisent. Un bonheur sans atteinte ne supporte pas le moindre coup. Mais dès qu'on a à lutter sans trêve contre les malheurs, donc sans trêve ça veut quand même dire perpétuellement, hein, on s'endurcit à leur rigueur et l'on ne cède pas au mal. Et même si l'on tombe, on combat encore un genou en terre. Souffrance, discipline et combativité acharnée interagissent d'ailleurs avec un élément de devoir, de tâche obligatoire, qui donc, pourvu qu'il soit un homme véritable qui s'est haussé jusqu'à la vertu, n'est pas désireux d'un travail à sa mesure et n'est pas disposé à faire son devoir à ses risques et périls. Donc c'est un petit peu une morale du héros, quoi. Hein. C'est un petit peu une morale voilà, qui se veut conseiller les individus en les amenant à accepter les risques, les difficultés, les périls, à les rechercher même, puisque c'est seulement dans les circonstances où ils les rencontreront qu'ils pourront prouver leur valeur. C'est là où on voit que cette notion de vertu, elle a quand même encore le sens antique, hein, c'est pas tout à fait le sens du christianisme encore, ce sens antique qu'on trouvera aussi chez Machiavel, donc la virtu, c'est-à-dire une sorte de force exubérante qui justement dompte les situations et voilà, résout les difficultés par sa force, sa puissance, sa violence aussi. Et alors je me suis posé la question, hein, un peu dans une perspective quand même un peu d'historicisation du propos, si on essaie de contextualiser ce que dit Sénèque, hein, si on se pose la problématique en termes d'histoire des idées, quel peut être le statut d'un tel texte quand il nous explique cette conception-là des choses. Et l'interprétation que je propose, en tout cas que je pose comme piste de réflexion pour ceux que ça intéresserait, c'est que ne doit-on pas voir dans Sénèque quelqu'un qui écrit pour ou à destination de l'aristocratie de l'Empire romain? Rappelons qu'il fut par exemple le précepteur de Néron. Donc si on se dit que le discours stoïcien de Sénèque, il est à vocation d'une certaine couche sociale, auquel il propose un modèle d'édification morale, un modèle pédagogique, pourrait-on dire, un modèle de vie à destination de cette couche sociale, eh bien, on peut comprendre l'émergence d'un tel discours et la capacité de ce discours à se faire entendre et avoir une réception uniquement s'il y a une certaine cohérence avec les valeurs nécessaires au fonctionnement de cette couche sociale. D'où la question suivante, sociologique. Quelles sont les valeurs au fonctionnement de la classe sociale aristocratique élitaire romaine à l'époque de l'Empire romain? Ce à quoi je propose la réponse suivante, alors ce serait peut-être généralisable bien davantage que les hautes castes, on va dire, mais bon, quand même, l'aristocratie elle tire quand même sa légitimité de son aptitude à la guerre. Donc, les valeurs ou les attitudes dont elle a besoin pour assurer son rôle social, c'est l'endurcissement, la préparation au combat, à la douleur. Il faut qu'elle développe une certaine mentalité de caserne. Ça va être des combattants, ça va être des généraux, ça va être des leaders d'armée, ça va être des gens qui vont faire une partie de leur carrière politique dans les armées romaines. Il va falloir avoir cette attitude pour, en politique extérieure, maintenir ou agrandir les frontières de l'Empire.
Et en politique intérieure, il va falloir avoir ces vertus de l'homme combattant, héroïque et maître de lui-même pour dompter les révoltes d'esclaves, puisque nous sommes dans une société avec une aristocratie esclavagiste, ou en tout cas une couche élitaire ou une classe sociale dominante qui tire une partie de son pouvoir de la propriété terrienne, mais travaillée par des esclaves. Donc il y a cette idée-là, il y a cette idée que l'homme authentique, c'est quand même celui qui sait maîtriser les circonstances, mais aussi dominer les individus, en fait. N'est-ce pas quelque chose... voilà, n'y a-t-il pas une cohérence entre le stoïcisme tel que le prône Sénèque et les attitudes de supériorité sociale qui sont attendues des aristocrates auxquels il prône son enseignement? Hein, c'est le soupçon que je fais porter sur ce texte. Alors, ce qui me confirme dans l'idée que mon interprétation n'est pas tout à fait invraisemblable, c'est que il y a pas mal de figures qui sont employées dans le texte de Sénèque pour exemplifier sa doctrine. Et comme par hasard, ce sont des figures martiales. Par exemple, il nous dit « Un gladiateur trouve déshonorant d'être mis en ligne contre un adversaire moins fort que lui. Il sait qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Un vers qui sera repris par Corneille dans Le Cid, comme vous le savez. Là encore à destination de l'aristocratie. La fortune fait de même. Elle cherche à s'affronter aux plus braves. Elle laisse passer les autres avec dégoût. Elle s'attaque aux plus résolus, aux meilleurs, pour diriger contre lui toute sa violence. Donc en fait, le malheur est un révélateur historique, enfin un révélateur plutôt métaphysique, religieux, de la puissance de l'individu. Il est frappé à mesure même de sa puissance. Les grands hommes sont parfois contents de l'adversité autant que des soldats courageux à la guerre. Donc il y a une forme de réjouissance qu'on peut tirer à être un combattant, voilà, un conquérant, un soldat, nanana. Ce qui m'amène à penser que le modèle du stoïcien, là encore dans les traités de Sénèque, je ne sais pas si on peut généraliser l'ensemble du stoïcisme, je ne pense pas, mais le modèle de l'homme stoïcien que prône Sénèque, c'est quand même quelque chose comme un héros guerrier. Hein, c'est un noble, c'est quelqu'un qui rejette l'amollissement des plaisirs, lesquels caractérisent le mauvais citoyen, et a fortiori l'ennemi de classe objectif, c'est-à-dire l'esclave qui cherche, dont il faut se démarquer socialement par ses attitudes pour en garder le contrôle. Je cite. C'est quelquefois un plaisir pour nous de voir un jeune homme à l'âme ferme supporter, l'épieu à la main, le choc d'une bête fauve et soutenir sans effroi l'attaque d'un lion. Et le spectacle est d'autant plus à notre gré que le jeune homme est plus distingué. Qu'est-ce que ça veut dire distingué? Ça veut dire que c'est un noble, ça veut dire qu'il fait partie des couches supérieures de la société, et donc les vertus de combat, de résistance, d'opiniâtreté, de maîtrise de soi, etc., sont d'autant plus louables qu'elles caractérisent ceux qui doivent les exemplifier de la manière la plus remarquable. Voilà, c'est ce qui est en haut de l'échelle sociale, c'est ça que prône Sénèque, en fait. Il est en cohérence, pourrait-on dire, sa philosophie me semble en cohérence avec les valeurs des couches sociales dominantes, et comment cela ne serait-il pas cohérent, puisque c'est quand même le précepteur d'un empereur. Tu verras des hommes de bien agréables aux dieux, travaillant et peinant à gravir des sentiers ardus, tandis que des méchants folâtrent et nagent dans les plaisirs. Pense que nous aimons avoir chez nos fils une vie régulière, laissant l'effronterie à ceux des esclaves. Les premiers sont retenus par une discipline sévère, l'impudence s'accroît chez les autres. Donc là, on voit bien qu'on a une distinction d'attitudes, qui sont caricaturales bien évidemment, hein, mais qui sont un modèle et un contre-modèle. Il y a le maître qui doit être celui qui se maîtrise, et puis il y a l'esclave qui est une créature friponne, frivole, basse, dominée par ses passions, et finalement, c'est presque une légitimation de son statut. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est comme ça qu'il mérite d'être dominé, en fait. Donc là, on voit qu'il y a quand même, ce stoïcisme de Sénèque, c'est un peu une morale de classe, quand même. Hein. C'est ça que j'essaie de faire ressortir de la doctrine. Donc je soutiens la thèse suivante. Sénèque soutient que la douleur et la discipline méritent d'être recherchées, approuve la soif de gloire martiale des élites romaines, qui est la condition du maintien de l'ordre dans une société esclavagiste. Et ça démarque très fortement ce que peut dire Sénèque de l'aristocratie guerrière, si on compare ça à un autre auteur de l'Antiquité, alors c'est plusieurs siècles avant, j'en conviens, c'est Homère. Preuve qu'on n'était pas obligé de penser comme ça. Qu'est-ce que nous dit Homère dans ses récits de l'Antiquité troyenne?
Homère est tout à fait au contraire un poète qui met en avant l'horreur de la guerre. Il parle bien souvent de la guerre du point de vue de ses victimes. Pensez au discours d'Andromaque, de Cassandre, voilà, qui voit des membres de leur famille se faire tuer, partir à la guerre, revenir mort, etc. Il y a de l'empathie, il y a de la sympathie plutôt, de la compassion plutôt, chez Homère vis-à-vis des Troyens qui vont finir massacrés. Je cite un exemple de l'Iliade au chant 9, c'est Achille, je crois, ou c'est un autre héros, je ne sais plus, qui se plaint du fait que il se plaint du fait que la reconnaissance est attribuée indifféremment aux soldats valeureux ou aux autres, et donc finalement on gâche sa vie à faire la guerre, puisque aucune récompense certaine ne nous en attend. Enfin voilà, il y a un discours, même chez les Achéens, même chez les héros, le discours sur la guerre n'est pas purement élogieux chez Homère, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc ça marque bien, je fais exprès d'utiliser ce parallèle, même si il y a plusieurs siècles de différence entre les auteurs, avec l'un est romain et l'autre grec, mais c'est pour bien souligner qu'on ne peut pas dire que tout auteur de l'Antiquité serait forcément un apologiste de l'aristocratie guerrière et de son statut social dominant. On a un contre-exemple avec Homère, on pourrait donner d'autres contre-exemples avec les philosophes cyniques ou d'autres figures qui contrastent. Alors là où on atteint une étape de plus, je trouve, dans le processus de fascisation de cette doctrine stoïcienne de Sénèque, c'est que plus on avance dans la lecture de son traité, plus on voit que non seulement il faut que l'homme idéal, l'homme excellent, ce soit un guerrier qui ne se laisse pas amollir dans les plaisirs et qui affirme son statut supérieur, on voit en plus de ça une forme de jouissance de la mort, j'ai appelé ça comme ça. Il y a une espèce de dolorisme de Sénèque. Je ne suis pas sûr que le mot soit pas un néologisme, mais auquel cas je l'utilise quand même. Dolorisme, c'est-à-dire une valorisation de la souffrance pour la souffrance. Du corps martyrisé en tant qu'il est martyrisé. Enfin, il y a une espèce de poétisation, de romantisation de la souffrance, de la morbidité, qui est très étonnante, je trouve, qu'on associerait peut-être plus à certaines attitudes des romantiques du XIXe siècle, ou de certains d'entre eux, des romantismes noirs, enfin bon. Mais là, je trouve qu'il y a ce côté un peu malsain ou lugubre dans certains de ses propos. Alors, je vous en cite quelques-uns, vous jugerez. Il nous dit « La mort est une consécration pour ceux qui sortent de la vie d'une manière que l'on vante, donc par exemple le suicide pour échapper à l'ennemi, tout en la craignant. » Après, il nous dit « Plus le supplice est grand, plus il y aura de gloire. L'excès de bonheur est le plus grand des dangers. » Donc c'est des valeurs anti-eudémonistes. C'est le contraire, par exemple, de la doctrine d'Épicure qui nous dit que l'important dans la vie, c'est l'absence de troubles, et voilà, une forme de tranquillité de l'âme, à regarder la mer égéenne infinie et le soleil. Bon, là, c'est pas du tout cette ambiance-là. Là, il poétise la mort. Il poétise la souffrance du soldat mort, du soldat tombé au combat. Il nous dit « La mort par le jeûne n'est pas sans douceur. Rien de ce que l'habitude a changé en nature n'est cause de malheur. Peu à peu, on prend plaisir à ce qu'on a accueilli par nécessité. » Donc voilà, il faut se fortifier par les expériences de privation, d'épreuves, etc. Les hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont sacrifiés, et d'ailleurs ils le veulent. Donc c'est une éthique, c'est une éthique de la mort, mais c'est aussi une éthique du sacrifice. Les hommes de bien perdent leur fils, et pourquoi non, alors que parfois ils les font eux-mêmes périr. Donc il ne faut pas se plaindre de la mort de son fils dans des circonstances guerrières quelconques, parce que de toute façon, c'est un droit qui est déjà reconnu au père, dans le droit romain. Donc finalement, il n'est arrivé que ce qu'ils auraient pu décider qu'il arrive, et puis donc puisque c'est ce qu'ils auraient pu décider qu'ils arrivent, et que ce qui compte c'est la volonté et l'expression de cette volonté, bon finalement, il est arrivé quelque chose qui aurait pu être en leur pouvoir, donc finalement pourquoi s'en faire, quoi. Votre bonheur, nous dit Sénèque, c'est de ne pas avoir besoin du bonheur. Donc c'est anti-humaniste au possible, quoi. Vous n'êtes pas sur cette terre pour en jouir ou pour chercher la satisfaction ou la joie. C'est pas du tout ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est la dévotion, la guerre, la gloire martiale, la domination de soi et des autres, en fait. C'est ça le point. Au milieu même des autels et des rites solennels des sacrifices, tandis qu'on prie pour la vie, apprenez ce qu'est la mort. Donc là, c'est aussi une évocation, je pense, de cette coutume romaine qui
qui veut qu'on fasse défiler des cadavres dans les moments joyeux pour se souvenir du fait que la vie n'a qu'un temps et que tout ça va finir, etc. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement pessimiste, en fait, dans la perspective de Sénèque telle qu'elle est déployée dans ce traité, en tout cas. Parce que dans son traité sur la vie heureuse, l'ambiance est un peu différente, il parle plus du rôle de la richesse et du fait que c'est pas un mal de l'accumuler, bon, pourquoi pas. Mais là, dans le traité de la Providence, moi je trouve ça morbide en fait, on ne peut pas le dire autrement. Hein. Alors c'est là où je dis, conclusion, la morale de Sénèque, c'est une morale qui a quand même des points communs avec le fascisme. Je suis désolé, je maintiens ce que je dis. C'est-à-dire qu'on y retrouve des valeurs guerrières, pessimistes, anti-hédonistes. euh, voilà, l'esclavage ne le dérange pas évidemment. Et puis une espèce de culte de la douleur à tendance mystique, quoi, hein, puisque c'est une faveur des dieux, c'est une faveur de la Providence qui nous éprouve et qui nous amène à trouver notre valeur dans les circonstances de douleur, de peine. Voilà, c'est une invitation à rechercher les circonstances les plus extrêmes pour éprouver ses capacités. Donc moi je suis désolé, ça me fait quand même furieusement penser à l'éthique, enfin l'éthique, si on peut appeler ça comme ça, oui, la vision du monde du fascisme italien, ou même jusqu'à un certain point du fascisme allemand, qui sont elles aussi tout à fait sacrificielles. On appelle l'individu à se sacrifier pour l'État, pour la nation, pour la domination de la race aryenne, pour je sais pas quoi. Mais c'est pas, on n'est pas sur Terre pour en jouir, vous voyez, on est sur Terre pour servir des buts sublimes, n'est-ce pas, grandioses, décidés par l'État et qui sont toujours impérialistes et oppressifs pour les autres humains, en fait. Hein, bon. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a quand même plus d'un point commun. Donc c'est là où je dis, dans la perspective de Sénèque, il n'y a pas de place pour la liberté. Alors ça m'a été contesté par un commentateur qui me dit si, la liberté est importante pour Sénèque parce que il fait un culte de la volonté, et la volonté c'est la partie de notre être, qui serait l'âme ou l'esprit, qui échappe complètement aux déterminations de l'extérieur et qui donc conserve en tout temps sa liberté. Ce qui anticipe clairement sur la perspective, enfin, sur la théorie du sujet des chrétiens, le sujet qui est marqué par le libre arbitre. Certes, Sénèque affirme fortement la volonté, l'essentiel c'est de voilà, se maîtriser, l'essentiel c'est de gouverner ses passions, etc. Mais ça c'est quand même bien le point de vue de quelqu'un qui est sujet d'un maître, sujet de l'empereur romain, qui va d'ailleurs devoir se suicider sur ordre de Néron. C'est le point de vue de quelqu'un pour lequel il n'y a pas de liberté politique ou sociale, mais qui peut donner un sens à la liberté qu'au sens où, dans mon esprit, je décide de ce qui se passe. Bon, ce qui est d'ailleurs pas vrai non plus. Hein, mais bon. Donc c'est une conception de la liberté qui est extrêmement pauvre, et en plus, cette volonté, qu'en fait-il, que nous dit-il d'en faire Sénèque? Il nous dit il faut la mettre au service voilà, du sacrifice de soi. Voilà. Il faut trouver le moyen d'obtenir la gloire par des occasions de lutte à mort, de conquête, de domination. Donc c'est quand même le stoïcisme de Sénèque, c'est une morale, oui, quasiment fasciste, hein, je ne peux pas le dire autrement. Voilà, donc je n'insiste pas plus que ça. Enfin, moi, ça m'a écœuré de lire ce traité. J'ai pas du tout aimé cette lecture. Et puis, je souligne quand même, pour conclure un petit peu mon intervention, que dans la perspective de Sénèque, je ne vois que trop des similitudes avec le christianisme qui va se développer dans les siècles qui ont suivi. Parce qu'il meurt en 65, donc c'est quand même avant hein, que les Romains aient entendu parler, je pense, hein, du christianisme bien évidemment, mais il y a déjà des points communs, il y a déjà cette aspiration à un dieu qui serait au-delà des dieux locaux, au-delà des dieux particuliers de la cité, qui serait un dieu universel, gouvernant partout. Donc évidemment, ça fait fortement penser à une transposition religieuse des conquêtes romaines qui ont lieu dans le monde bien réel sur tout le bassin méditerranéen et au-delà. Il y a aussi, donc il y a cette dimension mystique, ou anti-hédoniste, ou surnaturaliste, enfin, etc., qui fait quand même penser à la vision de l'extrême droite fascisante, hein, qui elle aussi a une certaine vision quand même mystique ou non matérialiste du monde. Quoi. Voilà, l'essentiel se passe au-delà et le monde ne se réduit pas à la matière. Donc il y a cet aspect-là. Il y a des points communs donc aussi par rapport au christianisme avec donc
la providence, Dieu, le libre arbitre, l'âme est la siège de la rationalité qui gouverne les passions. Enfin, tout ça, c'est des éléments qu'on retrouve sans gros changement notable hein, dans Saint-Augustin et dans la pensée chrétienne qui va se développer par la suite. La grosse différence, bien évidemment, c'est avec le fait que dans les premiers siècles du christianisme, la guerre sera radicalement délégitimée. Mais ça restera vrai surtout le temps où le christianisme sera minoritaire et ne sera pas la religion d'État. Après, ils trouveront moyen de changer leur doctrine pour que la guerre devienne acceptable. Et l'autre différence, c'est que l'explication du mal dans le christianisme tient plus aux fautes de la conscience individuelle plutôt qu'elle n'est qu'une élection ou un signe du destin qui nous appelle à manifester notre capacité à surmonter le mal et la souffrance. Ça, c'est une différence dans l'explication du mal, mais sinon, globalement, je trouve que il y a pas mal d'éléments hein, doctrinaux, philosophiques de la pensée chrétienne qui sont déjà bien mis en place par le stoïcisme. Et de ce point de vue-là, on pourrait suggérer qu'il n'est peut-être pas si étonnant que le christianisme, beaucoup de gens se sont étonnés de la capacité du christianisme à convertir et à subvertir l'ancienne religion païenne. Il faut quand même noter que parmi les atouts possibles qu'ils pouvaient avoir, eh bien, tout simplement, il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire les similitudes doctrinales entre le stoïcisme et le christianisme, dont j'en ai fait ressortir un certain nombre, hein, ça n'épuise peut-être pas la liste. Voilà, je pense que il y avait déjà dans la mentalité des païens avant leur conversion au christianisme, chez certains d'entre eux, en tout cas ceux qui adhéraient à certaines doctrines, et notamment au stoïcisme, il y avait déjà des éléments qui appelaient ou qui rendaient susceptible le christianisme d'obtenir les succès qu'il a eu. On ne peut pas déconnecter totalement les périodes et les époques. Voilà ce que j'avais à dire sur Sénèque. Donc, hein, malgré tout, en dépit du titre provocateur que j'avais adopté au début, je maintiens quand même ma thèse. Hein, Sénèque pré-fasciste. Certes, il n'y a pas de réflexion sur l'État, il n'y a pas d'apologie il n'y a pas une réflexion strictement politique, mais quand on regarde bien quelle est sa morale, quel est le type d'être humain qu'il cherche à faire émerger, quel est le genre d'homme qu'il prône, qui est un homme masculin d'ailleurs, hein, bon, ça se sent quand même. Hein. Oui, je pense qu'effectivement, il y a quand même oui, un aspect. Si on ne devait pas dire fasciste, il faudrait au moins dire qu'il y a un aspect militariste quoi, dans le processus. Hein, vraiment, c'est une éthique du conquérant, du guerrier, qui ne m'inspire aucune sympathie. Voilà, je vous remercie de cette écoute et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes d'accord ou pas avec cette interprétation du stoïcisme de Sénèque. Ça m'intéresse. Merci à vous.